Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Vinciane Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du groupe écologiste à la métropole de Lyon. Alors la métropole a annoncé qu'elle rejoignait les 32 départements de gauche frondeurs qui refusent d'appliquer la loi immigration. On se souvient que Laurent Wauquiez avait fait pareil sur la loi ZAN, zéro artificialisation nette. C'est-à-dire maintenant la loi, c'est quand on veut. Non, en fait, là, l'idée, c'était effectivement de la part des présidents des départements de taper du poing sur la table, en fait, pour dénoncer cette loi qui est vraiment une loi honteuse, hein. Je rappelle quand même que le sentiment global qui ressort de tout ça, c'est un gros sentiment de trahison face à Emmanuel Macron qui a trahi des millions de Français qu'il avait élus pour faire barrage à l'extrême droite et qui aujourd'hui se retrouve quelques mois après à faire une loi en incluant toute une terminologie et des idées d'extrême droite sur la préférence nationale, sur la déchéance de nationalité. Donc voilà, il y a quand même un moment donné où il faut signifier les choses fermement. Mais Et la métropole peut ne pas appliquer la loi? alors, pour l'instant, on est au stade où la loi n'est pas promulguée et pour l'instant, la loi telle qu'elle est, elle est anticonstitutionnelle. Donc, applicable, ça va être compliqué. Maintenant, effectivement, ce qu'on demande surtout, nous, c'est que le Conseil constitutionnel censure les mesures qui ne sont pas conformes et puis surtout que la loi ne soit pas promulguée pour qu'on ne soit pas sur ces applications-là. Et je précise que certains présidents de département expliquaient bien qu'ils envisageaient éventuellement des aides en plus, c'est-à-dire si la loi impose effectivement de ne pas verser certaines aides, mais qu'on puisse décider de compléter certains départements pour rééquilibrer les choses et être plus en accord avec nos valeurs et les valeurs défendues Donc par la dans la Constitution telle légalité, quoi qu'elle qu'il est. arrive. Voilà. Dans la légalité. Quelles conséquences vous attendez sur le terrain de cette loi immigration? Quel type de situation vous attendez à rencontrer? Bah, déjà, un risque quand même de retrouver beaucoup plus de personnes à la rue, et c'est là-dessus qu'on voudrait sensibiliser, c'est que ça risque de précariser encore plus des situations qui déjà sont des personnes fragiles, hein. Quand on reporte certaines parties des aides à 30 mois si on travaille ou 5 ans si on ne travaille pas sur des profils qui sont fragiles, ça ne facilite pas la capacité d'intégration. Je rappelle encore aussi que on a besoin de faciliter l'intégration d'un certain nombre de personnes et notamment, on a beaucoup parlé de la régularisation des métiers en tension, mais il faut effectivement accompagner, faciliter tout ça, faciliter aussi l'accompagnement. C'est des choses d'ailleurs, et on verra un petit peu notamment les bilans là-dessus, mais c'est un petit peu ce qui nous opposait aussi à tout le discours qu'il y avait eu autour du RSA, nous en démontrant qu'en fait, certaines dispositions, quelquefois réglementaires, ne sont pas plus efficaces, contrairement à ce qu'on pense, que plus d'accompagnement, qui en réalité, où on obtient de meilleurs résultats sur le terrain que quand on légifère trop. Et sur la loi immigration, on est quand même à la Xème loi de régulation là-dessus, qui montre bien qu'on n'a pas solutionné non plus les situations d'immigration. Et puis quand on voit à l'étranger, hein, quand on voit en Italie la présidente Madame Meloni qui a été élue sur un discours vraiment anti-immigration, aujourd'hui elle en est à ouvrir 450 000, je crois, titres de séjour pour les travailleurs immigrés parce qu'en fait, ils voient bien qu'en réalité, sur le terrain, ils ne s'en sortent pas sans aussi l'intégration des immigrés dans l'économie italienne. Grégory Doucet a demandé récemment une convention citoyenne sur le sujet de l'immigration. Le résultat, vu l'état de l'opinion, ne sera pas forcément le programme de la NUPES. Alors en tout cas, pour ce qui est de la Convention citoyenne, nous on pense qu'effectivement, il y a trop, là, par rapport à la situation de rupture dans laquelle on est, politique, démocratique, sur un sujet qui est quand même important, et les Français ont raison de vouloir qu'on leur apporte des réponses sur ces questions-là. Et donc, on pense qu'une convention citoyenne, ou effectivement, en tout cas, une démarche permettant un débat apaisé, un débat sur le long terme, avec toutes les parties prenantes, avec aussi, pas qu'au niveau politique, mais au niveau aussi associatif, des citoyens, et puis aussi en se basant sur des données un petit peu scientifiques, vérifiées et revérifiées sur la question de l'immigration, parce qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de ça. Et d'ailleurs, ça a été dit pas mal dans certaines prises de parole dans les médias, hein, sur remettre un petit peu de raison là-dedans. En tout cas, ça serait un bon moyen de sortir par le haut de cet épisode-là
et de retrouver un peu de cohésion tout en traitant vraiment le sujet qui est un sujet important, mais à la fois qui ne peut pas se résoudre que par la question de la régulation. Il y a aussi la question de l'accompagnement, de quelle société on veut et de quoi on a besoin aussi dans le futur pour une société aussi qui se porte bien économiquement. Vous avez abordé tout à l'heure la question de l'hébergement d'urgence. On se souvient qu'en début de mandat, vous parliez de faire de Lyon la ville de l'hospitalité. Il y avait même une semaine de l'hospitalité. C'est des sujets qu'on entend moins parce que sur le terrain, c'est un échec. Non, sur le terrain, c'est pas un échec par rapport au fait qu'on a mis énormément de moyens et c'est pas une vue de l'esprit quand on dit qu'on est la métropole de l'hospitalité. Et je donne un exemple sur l'hébergement d'urgence. En 2019, il y avait moins de 60 personnes qui étaient mises à l'abri. En 2022, on était à 2600. Et là, avec effectivement la montée des arrivées, on va être pas loin de 3000. Donc en fait, on a multiplié par 50 l'hébergement d'urgence. Donc ça On montre n'a quand même. jamais vu autant de campements dans la ville. Voilà, oui, mais parce qu'il y a de plus en plus d'arrivées, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a vraiment passé un cap et faire passer une métropole en termes de cap de moins de 60 personnes à 2600, 3000, ça montre quand même la volonté qu'il y a derrière pour développer toute une série de différentes possibilités d'hébergement. On a beaucoup parlé aussi de ce qu'on utilise dans l'urbanisme transitoire, par exemple, pour profiter dans les moments de travaux de mettre de l'hébergement d'urgence. On a évoqué aussi tous les tanias, les chalets qu'on a développés sur certains fonciers, effectivement pour notamment développer l'accueil des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, publics qui n'étaient pas pris en charge jusque-là. Donc pas mal de réalisations. Et après, échec, disons dans la mesure où, effectivement, arriver à 100% de mise à l'abri, c'est compliqué. Et surtout, actuellement, puisque la France, de manière générale, dans les grandes agglomérations, on connaît effectivement une montée importante. On a accueilli en quelques mois, en fait, là, en 2023, ce qu'on a accueilli sur un an l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, ça fait de la tension, notamment sur la question de l'évaluation de minorités. Donc pour les travailleurs sociaux, c'est compliqué de devoir évaluer énormément en même temps un volume qui était plus sur le long terme ou plus réparti l'année précédente. Donc c'est ça qui pose souci aujourd'hui. Un des effets de la loi immigration, ça a été une forme d'union de la gauche, qui a parlé d'une seule voix du début à la fin de la séquence. Ça ne vous donne pas des envies pour notamment les prochaines européennes? Alors pour les européennes, il faudra rediscuter parce qu'on est quand même attachés, nous, à surtout être ensemble quand on partage et quand on est sûr de partager la même vision de l'Europe. C'était un petit peu la discussion qu'on avait eue avec la France Insoumise notamment. Vous avez envie de vous compter? Mais en tout cas, ça, c'est important pour nous. Après, c'est sûr que, effectivement, la loi immigration a permis à la gauche de se recentrer là-dessus et de porter un discours qui est différent. Et je pense qu'en ça, elle a une vraie plus-value. Et on voit bien, voilà, quand elle est ensemble, elle peut porter le débat. Et je pense aussi qu'elle doit effectivement davantage travailler son discours sur l'immigration, sur ces questions-là, qui sont des questions qui nous importent aussi, qu'on ne traite pas de la même manière que la droite, bien évidemment, mais qui ne sont pas tabous, en fait. Ce n'est pas un sujet tabou, l'immigration, pour la gauche, mais il faut qu'on soit entendu là-dessus et qu'on porte un discours construit sur notre vision de comment... c'est quoi votre vision? C'est régularisation de tous les sans-papiers? C'est en tout cas favoriser l'intégration et l'accompagnement de ceux qui souhaitent venir en France travailler pour retrouver une cohésion sociale. Et encore, je rappelle, c'est que de toute façon, on est dans une société où on a besoin de cette immigration-là. Et c'est cette immigration-là aussi qui fait la France aujourd'hui. Donc oui, c'est une vision différente, mais je pense en réalité, contrairement à ce qu'on pense, elle est plus pragmatique que celle de la droite. Un mot pour finir, ce sera la dernière interview de l'année. Qu'est-ce que vous retenez de 2023 ? 2023, je retiens quand même voilà, beaucoup de réalisations. Là, on commence à attaquer un petit peu à 2023 le démarrage des chantiers pour nous. Donc ça commence à se voir, je pense notamment aux voies lyonnaises, à 7 voies lyonnaises qui sont en chantier. Je pense au gros projet d'aménagement urbain qu'on a lancé, au programme de végétalisation, à tout ce qu'on a fait autour des collèges, à nos politiques sociales aussi. Effectivement, on avait évoqué le revenu de solidarité jeune ou la régie publique de l'Aube et tous ces chantiers qui sont, alors on peut difficilement les réduire sur 2023 parce que c'est des choses qui sont sur plusieurs années, mais en tout cas beaucoup de réalisations et je ne vous cache pas qu'on a hâte, d'attaquer les travaux et aussi que les gens puissent voir
ensuite les réalisations vraiment et comment on a changé la ville, parce que ça va être quand même des changements assez importants. Et justement, qu'est-ce que vous attendez de 2024 ? 2024, qu'on ne perd pas de temps, qu'on n'ait pas de problématiques justement sur les travaux et les réalisations. Donc qu'on puisse continuer sereinement, qu'on puisse trouver peut-être aussi des débats plus apaisés, notamment avec nos opposants. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on comprend qu'il y ait de l'opposition, d'autres un peu moins. Si je prends un exemple récemment sur la question des logements, par exemple, quand on programme des logements pour les étudiants à Bron et qu'on a une opposition de la droite, c'est vrai qu'on se dit, bon, sur ces sujets-là, on devrait quand même pouvoir se retrouver. Est-ce que vous les mettez sur un parking ? Parce que oui, apparemment, ça a enlevé des places de parking et donc ils préfèrent les places de parking au logement étudiant, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, des fois sur des sujets sur lesquels on se dit, bon, quand même, il n'y a pas de quoi s'opposer sur ce genre de choses, en tout cas. Mais voilà, peut-être un peu plus de sérénité pour 2024, ça peut être bien. Vinciane Burnel, je vous remercie. Moi, je vous souhaite à tous et toutes d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous début d'année prochaine.